pour moi, c'est sûr que ça passe par des plus de collaboration. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Vraiment passer du modèle comme take, make, waste à care, dare, share. Puis pour moi, là-dedans, là, ça dit tellement de choses. Je pense qu'au niveau qu'on doit considérer tout ce qu'on a dans le domaine artistique comme un bien commun dont on doit collectivement prendre soin. Souvent, au début, on parlait en termes de faire le moins de tort possible à l'environnement, ne pas nuire. C'est souvent comme ça qu'on présente le développement durable. Puis en faisant des recherches, beaucoup en m'inspirant, entre autres, de ce qui se fait à la Fondation Ellen MacArthur en Angleterre, en économie circulaire, je me suis rendu compte que eux parlent beaucoup plus en termes de comment faire en sorte de nourrir une nouvelle réalité, comment avoir créé de l'art qui soit régénératif, qui nourrisse quelque chose. Alors, une autre émission du Balado Conscience avec Anne-Catherine Lebeau. Bienvenue, Anne-Catherine. Merci beaucoup. Très contente d'être là. Ben écoute, c'est vraiment, je suis content qu'on se parle parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on se parle. Quand j'étais au Conseil des Arts, on avait des échanges sur un ensemble d'activités. Puis j'admire beaucoup le travail que tu fais avec EcoScéno, mais je sais que ton engagement est très large au niveau de cause sociale et pour l'environnement. Donc, on peut commencer simplement avec une présentation, qui tu es, un peu ton parcours. Il va y avoir un lien web pour ceux qui veulent en savoir plus. Puis après ça, on va se lancer dans la notion de réalité, puis de deuil et tout ça. Mais premièrement, qui es-tu, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, qui suis-je? Donc, je suis Anne-Catherine Lebeau, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants qui sont maintenant adolescents. Pour moi, c'est important de commencer avec ça parce qu'il y a beaucoup de mes décisions récentes qui sont en lien avec mes enfants et le monde que j'ai envie de leur laisser. Mon parcours à moi, en fait, j'ai eu une formation de comédienne à la base que j'ai fait à l'École du théâtre d'art de Moscou en russe. Donc, je suis partie à Moscou quand j'avais 19 ans. J'étais fascinée par la littérature russe, la dramaturgie russe. Donc, j'ai étudié là-bas, la grande école qui a été fondée par Stanislavski. Ensuite, je suis revenue, j'ai travaillé comme comédienne, j'ai fait de la traduction aussi du russe et j'ai décidé d'apprendre le chinois. Donc, j'ai appris le chinois à l'université. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les scènes à Montréal, mais aussi comme interprète en traduction simultanée au Cirque du Soleil avec des artistes russes et chinois. Donc, je passais mes journées à jongler entre les différentes langues. Et à l'approche de la quarantaine, finalement, je me suis rendu compte que je manquais de connaissances pour arriver à vraiment agir là où j'avais l'impression que c'était le plus urgent d'agir, donc de changer les façons de faire dans le domaine culturel pour qu'elles soient plus écologiques. Et donc, je suis allée faire une maîtrise à HEC en gestion d'organismes culturels et innovation sociale pour vraiment trouver comment on peut intervenir, comment on peut changer nos mécanismes pour arriver à créer de façon éco-responsable, comment créer des œuvres fortes, en fait, en tenant compte du fait qu'on est dans un monde totalement fragilisé. Mais écoute, on va commencer avec le thème ou le sujet principal de ma deuxième saison du balado, qui est autour de la notion de la réalité. C'est un sujet vaste, mais toi, par exemple, c'est quoi ton approche vis-à-vis de la réalité? Ou en fait, je parle aussi du déni, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en déni de la réalité. Comment ça touche, ça, la notion de la réalité? Vaste question. La réalité, en fait, je pense que on a tous notre angle de vision par rapport à la réalité qui est évidemment teinté des gens qui nous entourent, de notre réalité, justement. Je dirais que ma réalité à moi, c'est une réalité où j'ai le sentiment qu'on est face à une urgence au niveau climatique et la conviction qu'il faut investir toutes nos énergies et tout notre temps et toute notre créativité à inventer la transition parce qu'on veut pas, on va la subir en grande partie, mais je pense que comme artiste
et comme gens impliqués, comme citoyens, comme personnes intelligentes et sensibles, la chose qui est la plus qui nous donne le plus de puissance, c'est vraiment de voir la réalité et d'essayer de comprendre comment intervenir avec toute notre énergie pour s'assurer d'avoir une existence la plus paisible possible, je dirais. Ben, dans mon parcours, c'est à peu près comme toi. Là, je sens qu'il faut faire face à la vérité, à la fois la vérité scientifique, mais aussi la vérité qu'on ressent en soi-même, qui peut être autre chose. On ressent les problématiques environnementales. Moi, je le sens dans mon corps des fois. La notion de deuil, c'est nouveau pour moi, la notion d'éco-deuil. Je sais que tu es très active dans le milieu pour être active comme intervenante, mais la notion d'éco-deuil, est-ce que ça t'a touché ou comment tu le vois? Pour moi, c'est pas une notion qui est très présente du tout. En fait, je vois quand même moi, beaucoup d'espoir dans ce qu'on est en train de vivre. Je vois plus d'espoir que de deuil. Je vois que le système dans lequel on était coincé avant la pandémie était déficient à plein de niveaux, au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau du surtravail, de la surproduction culturelle, un rythme qui est pas cohérent avec la nature, mais qui est pas cohérent avec nous aussi comme humains. Donc, pour moi, de faire le deuil de ça, c'est pas quelque chose qui est particulièrement difficile. Au contraire, je vois qu'on peut cheminer vers quelque chose de mieux, de plus simple, un rythme moins effréné et une réconciliation finalement avec la nature, avec le temps, avec les gens qui nous entourent. Donc, je le vois vraiment plus comme une réconciliation que comme un deuil. Et aussi, souvent au début, on parlait en termes de faire le moins de tort possible à l'environnement, ne pas nuire. C'est souvent comme ça qu'on présente le développement durable. Puis en faisant des recherches, beaucoup en m'inspirant, entre autres, de ce qui se fait à la Fondation Ellen MacArthur en Angleterre, en économie circulaire, je me suis rendu compte que eux parlent beaucoup plus en termes de comment faire en sorte de nourrir une nouvelle réalité, comment avoir créé de l'art qui soit régénératif, qui nourrisse quelque chose. Donc, je pense que quand quand on se met à le voir de cette façon-là, en tout cas, moi, je sens beaucoup plus un appel qu'un deuil et beaucoup plus une invitation à ralentir. C'est vraiment, vraiment pas facile là, en ce moment en mettant en place une nouvelle entreprise qui la demande est très forte pour nos services, donc on grandit très, 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 très rapidement et on se fait prendre dans cette machine-là, même en pleine pandémie. Donc, c'est vraiment difficile de ralentir, mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui sont là. Mon rêve, comme le suggère l'enseignant de Zen David Loy, est qu'un jour, nous puissions réaliser notre non-dualité avec la nature et commencer à vivre en accord avec cette réalisation. Peut-être tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'entreprise Ecoceno, quelles sont les origines, pourquoi vous l'avez fait, puis qu'est-ce que ça donne comme service, puis quelles réactions avez-vous eues jusqu'à date? Oui, absolument. Donc, Ecoceno, c'est une entreprise d'économie sociale. En fait, c'est un OBNL qu'on a créé officiellement il y a 18 mois. Donc, depuis notre existence, on a vécu 14 mois en pandémie. Donc, ça, c'est quand même assez particulier aussi. Donc, la mission d'Ecoceno, c'est vraiment de trouver le moyen de réduire l'impact environnemental de la production culturelle. On s'est beaucoup inspiré pour développer nos services des grandes stratégies d'économie circulaire. Donc, pour nous, c'était vraiment clair qu'il fallait agir à la fois pour conscientiser, réduire à la source, donc notre extraction de matières premières, avoir conscience de notre participation à ce système-là qui est un peu fou puis qui arrive
à un point de non-retour et de l'autre côté du cycle, donc de vraiment réduire la quantité de déchets et valoriser. Donc, on est parti vraiment de l'angle du décor, c'est-à-dire en réalisant que dans le fond, nos cycles de création sont très courts. Donc, souvent, on bâtit des décors grandioses pour 3 semaines et au bout de 3 semaines, on les jette parce qu'on n'a pas de... Il n'y a aucun système qui est en place dans le fond pour récupérer ces matériaux-là, mais qui ne sont pas du tout abîmés souvent. Et donc, il y avait comme un non-sens pour nous là-dedans. Et on cherchait des solutions. Donc, grosso modo, on offre des services en éco-conception chez Ecoceno, donc des formations en éco-conception pour les professionnels pour apprendre à penser autrement et des accompagnements en éco-conception. Donc, les productions culturelles, on s'intègre au processus comme un nouveau membre de l'équipe, comme il y a un directeur technique, un directeur de production. Nous, on devient un peu, en fait, on est des accompagnants en éco-conception et tout au cours du processus, nous, on cherche comment rendre la vision des créateurs de la façon la plus éco-responsable possible en interrogeant où on prend les matériaux, qu'est-ce qu'on entoure, comment on les construit, comment faire en sorte qu'ils soient plus faciles à récupérer à la fin, etc. Ça, c'est le volet éco-conception. Le volet réemploi, donc, on a un entrepôt qui est situé dans l'entrepôt du Théâtre du CEP et on récupère donc les matériaux à la fin des productions. On ne peut pas récupérer tout. Un, parce qu'il y a des choses qui sont irrécupérables s'ils sont mal construites. Et deux, parce qu'on n'a pas encore des espaces suffisants pour absorber tout le volume. Parce que même en pandémie où le milieu culturel a été beaucoup en pause, la demande est forte. Donc, c'est vraiment des problématiques qui sont présentes dans le milieu depuis très, très, très longtemps, auxquelles personne ne voyait de solution. Donc, on arrive vraiment à un moment où les gens sont extrêmement soulagés qu'on apporte des pistes de solutions. Et ça, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie au quotidien. Ceci dit, on est encore, comme je dis, ça fait 1 an et demi qu'on existe, donc presque 75% du temps en pandémie. Donc, il y a plein de contraintes qui sont liées à ça. Mais c'est ça, on était 2 au départ et on est 10 maintenant. Donc, ça oui. La notion d'économie circulaire c'est pas nouveau, là, mais dans le domaine des arts, on le fait trop peu. Je sais qu'il y en a qui le font dans le milieu du cinéma, et aussi en art visuel, etc. On fait attention à nos matériaux, mais souvent, on se dit, ça a tellement peu d'impact, pourquoi pas, mais je pense que ce que vous faites est plus que symbolique. Il y a des vrais gains, là, au niveau d'une part, d'utiliser. Donc, il y a le processus puis le produit. Donc, je suis content de savoir que les gens veulent participer. Puis, en quelque part, on devrait faire ça dans tous les domaines culturels. Trouver, d'une part, une façon d'analyser les matériaux qu'on utilise, d'où ils viennent, comment, et après ça, de les réutiliser le plus possible. Même à ne moins utiliser, comme tu dis, moins utiliser de matériaux en général. Donc, l'expérience est positive. Quels sont les défis à venir? C'est une question de taille, je présume. Oui, tout à fait. Il y a une question de taille parce que, comme je dis, ce qu'on veut mettre de l'avant, même pour nous-mêmes, évidemment, c'est cette idée de ralentir, d'être davantage en connexion avec nous-mêmes, avec les humains, avec la nature. Le rythme, en ce moment, est assez effréné depuis plusieurs mois. Donc, oui, le grand défi, c'est comment croître de façon respectueuse des humains et de l'environnement, nous-mêmes comme compagnie, et répondre à la demande. Donc, nous, vraiment, notre ambition, c'est d'agir à l'échelle du secteur culturel entier à Montréal. Pour l'instant, on est vraiment plus proche du domaine des arts vivants, théâtre, cirque, parce que c'est le milieu dans lequel on a évolué toute notre carrière. Donc, c'est notre premier port d'attache. Ensuite, on est en train d'élargir à la muséologie et on veut éventuellement élargir vraiment à l'ensemble des activités du domaine culturel. Donc, ça répond à des vrais besoins. C'est de trouver l'équilibre là entre la surface d'entreposage qu'on peut se permettre d'avoir et calculer vraiment les frais associés à ça. Et aussi, en fait, on est très, très agréablement surpris
de voir la demande qu'il y a aussi pour les matériaux de réemploi, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas possible de s'approvisionner en matériaux usagés, donc c'était très difficile pour nous de savoir est-ce que ça allait fonctionner, et la réalité, c'est qu'on a énormément de demandes. Donc, vraiment, notre exercice, c'est d'arriver à équilibrer la quantité de matériaux qui rentrent par rapport à la quantité de matériaux qui sortent. Et dans nos formations, ce qu'on veut vraiment arriver à véhiculer, puis ça, c'est quelque chose une notion que j'avais trouvée, entre autres, le Digital Festival à Amsterdam fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'arrêter d'utiliser le mot déchets. Ils ne parlent que de ressources. Donc, c'est beaucoup notre approche à nous aussi, c'est de dire, ben, tout ce que vous utilisez, au bout du compte, ça va passer par votre spectacle, votre œuvre, qui est un peu un métabolisme. Mais il faut penser aussi à quand ça va sortir, qu'est-ce que ça va devenir. Ça peut être transformé, mais à quoi ça va servir? Donc vraiment, jusqu'à maintenant, on avait comme une pensée magique où la production s'arrêtait le jour de la dernière. Là, tout devait disparaître de façon magique. Et là, je pense que la plupart, les gens qui ont les mains dedans, ça fait très longtemps qu'ils savent que c'est pas magique puis que ça s'en va quelque part. Mais deux, je pense que là, globalement, on peut plus se permettre de faire comme si magiquement ça allait disparaître. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le comédien Dominique Champagne. Sachant que je vais léguer à mes 3 fils un monde en pire état que celui dont j'ai hérité de mes parents, sachant que nous sommes les contemporains d'un monde où nos actions sont en train de compromettre l'avenir de la vie sur Terre, et sachant que la situation risque de s'aggraver, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment continuer à faire des spectacles et à faire tourner des ballons sur mon nez comme si de rien n'était? Au début de notre entretien, tu as parlé de l'urgence climatique. C'est une crise écologique globalement, parce qu'il y a tellement de différentes dimensions. Mais parlons un peu du rôle de l'art, parce qu'on était à une table ronde, toi et moi, et Daniel Dany, et Bénédicte Ramade et d'autres à Québec, encore une fois, juste avant la pandémie, en février 2020. On parlait de ces enjeux-là à un niveau plus philosophique, dans le sens qu'on se questionnait comment les arts pourraient jouer un rôle plus important. Parce qu'on sait que déjà, il y a toutes sortes d'œuvres au sujet de sensibilisation, etc. Mais comment tu vois le rôle de l'art, grosso modo, vis-à-vis des problématiques complexes comme le changement climatique? Je pense que l'art, sans l'instrumentaliser, je pense que l'art... L'artiste David Haley. Nous avons maintenant besoin de l'esthétique pour nous sensibiliser à d'autres modes de vie. Et nous avons besoin des artistes pour nous sensibiliser à la forme des choses à venir. Et là, pour transformer notre vision du monde, donc je pense que la place des artistes dans cette transition-là est très grande selon moi et fondamentale. Et je pense qu'il y a comme une espèce de scission où les artistes je vois pas nécessairement que les artistes prennent cette place-là à la hauteur de ce qui pourrait se passer, selon moi, en ce moment. Ensuite, si on passe au niveau de... je participais la semaine dernière à une rencontre au Canadian Arts Summit et il y avait le directeur de Creative Carbon Scotland et qui parlait aussi la propagande d'Hollywood, par exemple. En ce moment, il y a tout un mouvement à Hollywood pour avoir des tournages plus verts. Ils mettent même un peu de pression au niveau à Montréal là, pour qu'il y ait des options plus vertes, comme Écocéno, tout ça. Puis ça semble très, très positif, mais ce que le directeur de Creative Carbon Scotland disait, c'est que dans le fond, oui, c'est bien, mais en ce moment, la propagande qui sort d'Hollywood sur
un mode de vie normal avec des immenses maisons, des immenses voitures, il y a comme quelque chose là-dedans où quand on constate ça, on est aussi un peu face acculé au pied du mur de se dire c'est bien beau de recycler le décor, mais si ce qu'on véhicule comme image du succès, comme image de ce à quoi on devrait aspirer, c'est un mode de vie qui est parfaitement incohérent avec les limites de notre planète, ben on est face à un gros problème. Puis on est forcé de s'interroger, justement, en fait, de constater la force de l'art et comment en ce moment il est utilisé à mauvais escient. Il faut toujours faire attention sur, justement, pas instrumentaliser le rôle de l'art, mais il faut quand même être conscient de la force qu'on a. Donc, je pense que là, en tout cas, c'est la semaine dernière que j'étais dans cette rencontre-là avec Ben Twist, puis d'un coup, ça m'a vraiment sauté au visage. J'avais pas vu ça avant. En fait, il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Ça nous prend du temps voir l'envers du décor, mais je pense que c'est une belle illustration de la force que peut avoir l'art et comment en ce moment il nous entraîne aussi vite que nos voitures vers le mur. Mm-hmm. Ben, le rôle de l'art, on en parle de différents points de vue, la responsabilité individuelle, la responsabilité collective aussi des artistes, c'est comment est-ce qu'ils s'organisent. Donc, c'est pour ça qu'EcoCeno, c'est un projet collectif dans le sens que vous offrez un service à la communauté. À Vancouver, il y a un projet qui s'appelle le Climate Emergency Unit qui veulent que les gens se parlent de côte à côte pour échanger l'information, qui fait quoi. Il y a un groupe à Toronto qui s'appelle ARCA, Artists for Real Climate Action. Mais les activités sont un peu trop éparpillées et il y a un besoin de coordination et d'amplifier les efforts. Il faut jamais dire quoi faire aux artistes, mais on peut leur offrir de l'information, des possibilités, des réseaux, des opportunités. Comme Julie's Bicycle en Angleterre, c'est un bon exemple parce qu'ils ont fait du travail depuis 15-20 ans de fond pour mesurer l'impact et maintenant ils sont rendus à un niveau où il y a vraiment un rôle important pour les artistes. Puis je pense qu'au Canada, en Amérique du Nord, au monde, le rôle des arts va inévitablement s'accroître, mais c'est comment le faire avec intégrité et le faire d'une façon qui utilise la trajectoire de l'artiste, parce que l'artiste normalement se pose toutes sortes de questions et relève les problématiques à la société. Comment faire en sorte qu'on les écoute un peu plus? Je trouve que ton projet était plutôt technique dans le sens que c'est comme une façon de mieux opérationnaliser des opérations, mais il y a un élément de conscience là-dedans aussi. Forcément, parce que dans l'acte de recycler ou de réutiliser, on se questionne sur toutes les autres problématiques qui sont là, dont le voyage, par exemple. Comment est-ce que les compagnies qui font des tournées vont faire dans le post-COVID? Quel choix est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de l'environnement? Je pense que c'est ce niveau de conscience-là qui est en éveil et les artistes sont à la fois un petit peu en retard et en même temps de l'avance, dans le sens que les pratiques souvent anticipent ces problématiques-là, mais qu'est-ce que les artistes en tant que citoyens vont faire? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis content que tu as commencé la conversation avec un point de vue plus optimiste, parce que des fois, je suis un peu trop négatif. Donc, merci de me relever. Mais comment tu vois le futur du secteur culturel vis-à-vis les problématiques environnementales? Quelles sont les prochaines étapes qu'on doit faire pour avoir l'impact qui est nécessaire, en fait? C'est un peu comme quand on prend une grenouille qui est un animal à sang froid et qu'on la met dans un bocal d'eau et qu'on fait chauffer l'eau peu à peu. La grenouille va s'habituer à la température qui monte, jusqu'à la mort. Et elle ne se rendra jamais compte que la température a monté. Puis un jour, la température va être trop chaude pour elle et elle va mourir. Alors notre civilisation, sur le plan sonore, ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on s'est habitué, puis à un moment donné, on va voir les tympans crever.
Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas être trop complaisant face à des situations, mais essayer de se mettre en état d'écoute radical, en ce sens que ça va nous permettre de prendre vraiment conscience de ce que c'est et y apporter des correctifs, parce qu'il faut y apporter des correctifs. Le niveau, ne serait-ce que le niveau sonore moyen en ville est déjà beaucoup trop élevé. Ça crée des tensions et je suis sûr que ces tensions-là se répercutent. Il y a plein de chemins possibles. Moi, je regarde dans... oui, tu as raison de dire qu'avec Ecosino, on a mis en place des solutions techniques. Ceci dit, ce qui me frappe tous les jours, c'est à quel point c'est créatif de chercher des solutions en ce moment parce qu'on n'est pas... Il n'y a aucune recette qui sont toutes faites. Il faut vraiment inventer à chaque jour comment ça va fonctionner. Je vois les artistes aussi, des artistes par exemple à Montréal, le Cirque Barcode qui, en s'interrogeant sur les tournées, eux c'est une compagnie de cirque qui tournait énormément parce que les modèles en cirque c'est beaucoup ça, beaucoup de tournées à l'international et eux ont décidé de donc à travers toute leur tournée à l'international, ils avaient rencontré énormément d'artistes à différents endroits et que maintenant ils allaient former par Zoom d'autres troupes. Donc, eux allaient pas faire le chemin, mais allaient passer le spectacle. Donc, c'est des nouveaux modèles qui sont hyper inspirants aussi. C'est pas nécessairement, oui, il y a des pertes, mais c'est des pertes qui nous permettent d'ouvrir d'autres portes qu'on se permettait pas d'ouvrir avant. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment positif dans les solutions. Il y a aussi, même chose, Cirque Barcode qui fait vraiment un retour à la nature, c'est-à-dire qu'ils font les spectacles in situ en forêt, donc ça ramène les spectateurs dans la forêt, ça nous sort des boîtes noires, ça nous sort d'un modèle où l'art aussi est élitiste et comme seulement on doit payer notre droit d'accès à une boîte noire. Tout d'un coup, on arrive dans la nature. Il y a plein de choses qui sont en train de se réinventer pour moi puis qui sont extrêmement positives. Après, moi, c'est sûr que ça passe par plus de collaboration. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Vraiment passer du modèle comme take, make, waste à care, dare, share. Puis pour moi, là-dedans, là, ça dit tellement de choses. Je pense qu'au niveau qu'on doit considérer tout ce qu'on a dans le domaine artistique comme un bien commun dont on doit collectivement prendre soin. C'est pas du tout la vision qu'on avait il n'y a pas si longtemps où chacun y va au maximum de ses capacités de production. Nous, on veut vraiment qu'il se crée une richesse qui est basée sur la collaboration et pas sur la possession. Et donc, oui, c'est technique, mais c'est aussi philosophique parce que la technique sert des idées aussi, là. Et aussi, je dirais que au niveau collectif, disons au niveau national, je pense que le mouvement pourrait être grandement accéléré si, par exemple, on donnait le même engagement moral à des engagements face à l'écologie qu'on donne. On a fait ces étapes-là par rapport à des politiques anti-harcèlement où on a collectivement établi la ligne directrice et on s'est entraidé pour créer des politiques communes anti-harcèlement et les mettre de l'avant et que tout le monde doit les signer, il doit s'engager et même si tu n'as pas lu le texte, tu es tenu de respecter ça. Alors que pour l'engagement écologique, on considère encore que c'est un engagement individuel et que c'est les compagnies qui sont les plus motivées ou les plus en moyens qui peuvent prendre cet engagement-là, alors que c'est pas du tout un choix personnel ou un choix institutionnel, c'est un choix collectif qu'on doit faire parce que c'est une situation qui demande une action rapide et où je pense qu'on a vraiment atteint la masse critique pour sortir des actions individuelles et s'organiser pour avoir des politiques nationales. Puis tu donnais l'exemple de Julie's Bicycle, c'est un exemple extrêmement inspirant où on voit justement qu'on sent un mouvement collectif à travers tous les mouvements de Culture Declares Emergency, tout ça. Donc, c'est encore très morcelé ici, mais en même temps, il y a de plus en plus de discussions là-dessus et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie et les solutions sont collaboratives et collectives, c'est certain.
Mm-hmm. Ben, au Québec, il y a eu le pacte, Dominique Champagne et autres qui ont fait un travail important pour faire avancer les choses. Et je pense que maintenant, le milieu artistique, dans le post-COVID, va avoir, je sais que le Conseil des arts et d'autres institutions de financement, j'y travaille plus, là, mais je lis leurs documents. Et il y a donc une emphase sur la notion d'équité. Et il faut faire face à toutes ces problématiques-là en parallèle, peut-être pas toutes en même temps, mais en parallèle. La notion d'une transition juste, etc., on est rendu là, je pense. Et c'est sûr qu'il y a des compagnies en ce moment qui souffrent à cause de COVID, mais tout le monde souffre jusqu'à un certain point. J'aime beaucoup ce que tu dis, nouvelles possibilités, nouvelles portes qui s'ouvrent. Et la créativité est infinie en quelque part. On peut toujours s'adapter et trouver une pertinence auprès du public, mais ça va se faire différemment. Et ben écoute, Anne-Catherine, c'est tellement intéressant de te parler. Tu as une belle énergie que j'apprécie. Puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avant de se quitter? Oui, ben en fait, je pense que oui, je rebondirais sur ce que tu dis sur l'équité. Puis je pense que au Canada, on a le potentiel aussi de s'inspirer de toute la culture autochtone qu'on a vraiment mis de côté de façon odieuse et absurde pendant des années. Et il y a énormément de pistes de solutions qui sont là. Fait que je pense que tu parlais des enjeux qui sont peut-être parallèles, mais je pense qu'ils sont entrelacés. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de pistes de solutions qui vont venir du fait que on est en train de travailler à la réconciliation. Le travail ne fait que commencer. Et la réconciliation avec la nature et les limites planétaires, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup d'enseignements du côté de la culture autochtone qui peut nous amener dans cette direction-là. Donc, je pense que pour moi, c'est une autre piste très inspirante et qui me donne beaucoup d'espoir d'apprendre de ces cultures-là, comment mieux faire. L'activiste Sheila Watt-Cloutier. Il est important de reconnaître à quel point l'environnement, la santé, l'économie, la culture et les droits sont étroitement liés dans notre société. La Terre est une entité vivante qui respire, tout comme notre corps. Notre survie dépend entièrement de la vie dans la nature et non pas en dehors de celle-ci. L'écrivain Robin Wall Kimmerer. La Terre est le véritable maître. Tout ce dont nous avons besoin en tant qu'étudiants, c'est d'être attentifs. Mais justement, je vais parler avec des artistes autochtones dans des émissions à venir et il y a une continuité dans leur pratique environnementale qui est en fait impressionnante parce que ils font ça depuis longtemps, depuis toujours avec une certaine sensibilité. Et on semble avoir perdu une certaine sensibilité vis-à-vis de l'environnement par notre comportement. Pas nécessairement dans notre âme, mais quelque part, on a pris des habitudes qui sont problématiques. Si on change nos habitudes, si on s'inspire d'autres cultures, sans pour autant nier notre culture, parce qu'on a fait des choses extraordinaires. La technologie qu'on utilise aujourd'hui, il y a toutes sortes de belles choses, mais on a comme perdu le fil. Mm-hmm. Donc, EcoScéno, pour moi, c'est un exemple d'une façon de ramener ça à l'essentiel. De toute façon, c'est quoi un spectacle? Hein? Un spectacle, c'est une intention.
Donc, c'est pas juste le décor, c'est pas juste les comédiens, c'est pas juste, c'est de se réunir puis de vivre une expérience artistique et culturelle ensemble. Donc, comment faire ça d'une façon, la façon la plus avec le moins d'impact possible sur l'environnement, puis en harmonie avec l'environnement, en quelque part. Donc, les spectacles plein air, etc. Mais des fois, même les spectacles plein air sont problématiques parce qu'on finit par aussi avoir un impact sur l'environnement. Donc, il faut toujours être conscient de l'impact du travail qu'on fait. C'est ça qui me revient à moi le plus souvent. Exactement, c'est ça, c'est dans la conscience. Donc, oui, tout à fait. Mais merci beaucoup, puis on va se reparler sans doute. Parfait, merci. Au revoir.